Où sommes-nous actuellement avec l'appréciation du franc congolais face au dollar, ou soit l'augmentation de la valeur du franc congolais face au dollar? Dans le temps, on attendait juste parler de l'augmentation du dollar et cela était suivi par une augmentation des prix sur le marché, soit la réduction du pouvoir d'achat de la population, c'est-à-dire la capacité de la population de se procurer de biens et des services sur le marché. Est-ce que la même corrélation a été suivie? Comme maintenant c'est le franc congolais qui est élevé, donc en principe le prix devrait être bas et l'augmentation du pouvoir d'achat de la population. Où sommes-nous? Qu'est-ce que réellement la Banque centrale avait fait pour que le franc congolais puisse avoir une grande valeur face au dollar? De deux, qu'est-ce que la Banque centrale du Congo devrait en principe faire et les gouvernements congolais? Quelles sont les politiques macroéconomiques qui devraient être prises pour qu'on puisse avoir non seulement un franc congolais fort et stable à long terme, mais également qui aura un impact sur le prix sur le marché, maîtrise de l'inflation, mais également sur la production de biens et de services. À la fin du mois de septembre 2025, on a eu une nouvelle. Alors que le franc congolais, $1 s'est changé à 2800 francs congolais, la nouvelle tombe. Ça devient désormais $1, 1800 francs congolais, voire même 1900. Alors la question à se demander, qu'est-ce que la Banque centrale avait fait pour que cette magie puisse bien évidemment se concrétiser? Alors qu'il y a plusieurs décennies, on ne voyait que le franc congolais qui bien évidemment changeait. Trois politiques monétaires que la Banque centrale du Congo a faites pour que le franc congolais puisse avoir de la valeur. Premièrement, la Banque centrale du Congo a modifié son taux directeur. Deuxièmement, la Banque centrale du Congo a aussi utilisé le coefficient de réserve. Et de trois, la Banque centrale du Congo a injecté 50 millions de dollars sur le marché financier. Pour comprendre ceci, nous allons d'abord donner des définitions pour ces deux politiques. Premièrement, le taux directeur. Le taux directeur, il s'agit bien évidemment d'un taux d'intérêt que la Banque centrale utilise pour donner des crédits aux banques commerciales. Alors si ce taux est fixé, cela permet aux banques commerciales aussi de donner des crédits bien évidemment aux individus, aux petites et moyennes entreprises. Bref, ça stimule la demande de crédit ou soit ça réduit la demande de crédit. Bref, ça permet aussi de maîtriser l'inflation au niveau du pays et de maîtriser aussi la masse monétaire qui doit être bien évidemment sur le marché financier. Alors s'il faut parler bien évidemment du coefficient de réserve, le coefficient de réserve c'est le taux d'épargne obligatoire que les banques commerciales doivent avoir au niveau de la Banque centrale. Cela veut dire que chaque banque commerciale a un compte au niveau de la banque centrale. Et ce compte, bien évidemment, doit avoir un montant qui ne doit pas être retiré. Et ce montant est fixé par un taux. Par exemple, Robank a un compte à la Banque centrale de 100 millions de dollars. Alors, si la Banque centrale dit que le coefficient de réserve est de 10%, cela veut dire que Robank ne peut retirer que 90 millions de dollars et doit laisser 10 millions qui constituent 10%. Réellement été fait par la Banque centrale du Congo pour que cela puisse avoir un impact sur la valeur du franc congolais. Dans le cadre du comité de politique monétaire, bien évidemment, de la Banque centrale, a décidé bien évidemment d'abaisser les taux directeurs qui jadis étaient de 25%, a été réduit à 17,5%, ce qui avait bien évidemment une réduction d'environ 750 points. Et aussi le taux de facilité de prêt marginal a également été ramené bien évidemment de 30% jusqu'à 21,5%. Selon bien évidemment le directeur de la Banque centrale du Congo, M. André Wameso. Alors comme on l'a dit, les taux directeur, c'est les taux de prêt. C'est-à-dire que quand ces taux-là s'est réduit, cela veut dire que les banques commerciales auront plus de pouvoir, de possibilités et sera beaucoup plus stimulé bien évidemment à les demander des crédits. Et donc, banques commerciales aussi auront bien évidemment aussi beaucoup de facilité de donner des crédits bien évidemment aux petites et moyennes entreprises, mais également aux individus. Et cela peut bien évidemment stimuler aux gens de venir demander les crédits. Et cela a été fait bien évidemment en franc congolais. L'objectif c'était d'avoir l'usage de francs congolais bien évidemment sur le marché congolais
plus que les dollars. Parce qu'à l'époque, les dollars étaient utilisés selon la FMI à plus de 90% des transactions, surtout en termes de crédit et consorts. C'est la raison pour laquelle quand on réduit ces taux directeurs avec les francs congolais, cela a stimulé bien évidemment aux opérateurs économiques, aux individus de demander beaucoup plus de crédit, bien évidemment aux francs congolais, qu'à demander bien évidemment au dollar, ce qui permet bien évidemment aux francs congolais d'avoir beaucoup plus de considération, non seulement dans la réserve, c'est-à-dire dans l'épargne, mais également dans l'usage pour bien évidemment les transactions financières. La Banque centrale du Congo avait bien évidemment aussi demandé aux opérateurs économiques de réajuster ou de paramétrer leur terminal de paiement, mais également de retrait de fonds en francs congolais et non en dollars. Cela, bien évidemment, augmente l'usage du franc congolais et ce qui, bien évidemment, augmente aussi la confiance du franc congolais. Parce que la monnaie, c'est d'abord la confiance. Quand il y a plus de confiance, plus il y a aussi l'appréciation. C'est comme ça que beaucoup de gens préfèrent avoir les dollars pour épargner, pour faire leurs transactions, parce que la valeur du dollar ne change pas au cours du temps. Le 10 dollars que tu as utilisé pour acheter un pantalon, peut-être aujourd'hui, sera peut-être le même 10 dollars que tu vas utiliser, peut-être après une année, 2 ans ou 3 ans, ou vraiment presque similaire avec la valeur, parce qu'on a la confiance, bien évidemment, en dollars. Et c'est la raison pour laquelle la Banque centrale du Congo voulait aussi stimuler à avoir cette appréciation, cette confiance, comme on appelle la monnaie fiduciaire, fidus qui veut dire bien évidemment, fidus fides, qui s'appelle bien évidemment confiance, ce qui veut dire bien évidemment donner la valeur à une monnaie. Donc plus le prix sont pris bien évidemment en francs congolais, plus cela augmente bien évidemment cette valeur. Plus c'est utilisé dans les transactions d'achat de biens et de services, plus aussi cette valeur bien évidemment s'augmente. Alors la deuxième mesure, comme on l'a dit, c'est les coefficients de réserve. Les coefficients de réserve, qu'est-ce que la Banque centrale a vraiment fait? C'est-à-dire que les coefficients de réserve obligatoires sont restés inchangés, qui sont bien évidemment à 12% pour les dépôts à vie, mais également à 0% pour les dépôts à terme en monnaie et bien évidemment nationale. Alors ainsi que les 13% et 12% respectivement pour les dépôts à vie à terme, bien évidemment en devise. Alors si on observe bien, le coefficient de réserve n'a pas été changé. Comme on a dit que c'est une épargne obligatoire que la banque commerciale doit avoir au niveau de la banque centrale, dans l'objectif de maîtriser la masse monétaire, de l'inflation, mais également de la circulation monétaire, de prix des biens et des services sur le marché. Alors, si, bien évidemment, le coefficient de réserve n'a pas été changé, était maintenu à 12%, cela veut dire que, bien évidemment, que si une banque commerciale a, par exemple, 100 dollars comme argent, comme liquidité au niveau de la banque centrale, c'est-à-dire que la banque commerciale ne peut retirer que, le 88%. Et 88%, bien évidemment, des 100 dollars, c'est 88 dollars. C'est-à-dire les 12 dollars ne peuvent jamais être retirés. Supposons que le coefficient de réserve était augmenté à 15%. Cela veut dire que la banque commerciale réduira sa possibilité d'avoir une grande quantité voulue. Ce qui veut dire en d'autres termes que les 15% ou les 15 dollars ne doivent pas être retirés. Seulement le 85 dollars qui doit être retiré. Si il y a réduction de l'argent que la banque commerciale puisse retirer au niveau de la banque centrale, cela veut dire que cela réduit aussi en d'autres termes la quantité de la masse monétaire en francs congolais au niveau bien évidemment du marché des biens et des services. Et comme on a toujours dit que plus quelque chose est rare, plus cette chose est chère. C'est la raison pour laquelle, comme la monnaie congolaise, le franc congolais n'a pas subi bien évidemment une augmentation ni une réduction du coefficient de réserve, cela a maintenu bien évidemment sa valeur bien évidemment constante. Mais qu'est-ce qui a été fait maintenant par la suite? Et c'est la troisième chose que la Banque centrale a faite, c'est l'injection de 50 millions de dollars en dollars au niveau des banques commerciales. C'est-à-dire que la Banque centrale du Congo a donné 50 millions de dollars en dollars aux banques commerciales et a retiré 50 millions de dollars en francs congolais des banques commerciales. Ce qui veut dire en d'autres termes, on a réduit la quantité de francs congolais sur le marché et on a augmenté bien évidemment le dollar sur le marché financier. C'est la raison pour laquelle il y a eu augmentation des dollars et réduction bien évidemment de francs congolais. Bref, avec ces trois mesures qui ont été prises, les taux directeurs, les coefficients de réserve ainsi que l'injection de 50 millions de dollars et
et le retrait de 50 millions de dollars en francs congolais, cela a eu un impact de la réduction significative de francs congolais sur le marché et bref, ce qui a permis bien évidemment à augmenter la valeur du franc congolais face au dollar. Alors selon la Banque centrale du Congo, l'inflation a été réduite de 8,5%, ce qui était depuis bien évidemment 2023 avec bien évidemment le taux directeur de 25%, mais lorsque le taux directeur a été réduit à 17,5%, le taux d'inflation selon la Banque centrale du Congo était réduit bien évidemment à 7%. Alors quelles sont les conséquences bien évidemment de toutes ces politiques? Comme on l'a dit, la valorisation des francs congolais. Mais est-ce que cela a un impact sur le prix sur le marché, mais également sur le pouvoir d'achat de la population? Si on observe bien, les prix n'ont pas changé sur le marché. Les prix sont restés presque les mêmes, bien que la Banque centrale a dit qu'il y ait par exemple baisse de l'inflation, alors que l'inflation, c'est l'augmentation générale des prix sur le marché, ce qui peut être stimulé par soit une grande quantité de la masse monétaire sur le marché, ou soit bien évidemment ça peut être stimulé par une inflation importée. Il y a plusieurs raisons qui peuvent bien évidemment justifier l'inflation. Alors, deuxièmement, on peut se demander est-ce que cela a augmenté aussi le pouvoir d'achat de la population. On peut peut-être dire seulement aux agents de l'État qui touchent leur salaire en francs congolais. Supposons un agent qui touche 280 000 francs congolais comme 100 $. Il pouvait aller sur le marché et s'acheter des biens de 100 $ à 280 000 francs congolais. Mais déjà que actuellement, le franc congolais s'échange à 2200 francs congolais, cela veut dire que 100 $ deviendra bien évidemment à 220 000 francs congolais. Ce qui veut dire que l'agent de l'État pourra utiliser seulement 220 000 francs congolais pour acheter le même bien qu'il achetait à 280 000 francs congolais. Bref, cet agent va bien évidemment épargner 60 000 francs congolais, ce qui constitue bien évidemment une augmentation de son pouvoir d'achat. Mais cela n'est pas applicable à tout le monde parce que tout le monde n'est pas agent de l'État. Surtout que la majorité des citoyens travaillent soit dans l'informel, soit dans le secteur privé. Ce qui veut dire que cela n'a pas eu une amélioration conditions de vie des citoyens congolais. Alors, les raisons maintenant qui font que le franc congolais était toujours dévalué face au dollar et quelles sont les mesures en principe que le gouvernement devrait prendre, mais également la Banque centrale du Congo pour qu'ensemble puisse créer quelque chose non seulement à court terme, mais également à long terme. Un franc congolais fort, stable, où les Congolais peuvent quand même épargner désormais un franc congolais, faites toutes leurs transactions en franc congolais, mais également être capable, bien évidemment, d'avoir plus de confiance au franc congolais. 3 mesures que moi je peux proposer. Premièrement, c'est la bonne gouvernance. Quand il y a bonne gouvernance, il y a moins de détournement des fonds, il y a moins de corruption. Je donne l'exemple du budget de l'État, qui est constitué par les entrées et les sorties. Les entrées viennent principalement des taxes que les gouvernements prélèvent, soit sur les entreprises, des taxes sur valeur ajoutée, taxes sur le chiffre d'affaires, ou soit sur les taxes de revenus des individus, par exemple, les taxes sur les salaires des gens. Mais également aussi, le gouvernement reçoit des aides internationales, évidemment des dividendes sur certaines entreprises, que ce soit publiques ou soit des entreprises publiques où le gouvernement investit, ou soit bien évidemment des bonds ou des obligations que le gouvernement puisse émettre pour bien évidemment s'emprunter. Tout ça constitue ce qu'on appelle bien évidemment le budget de l'État en termes de entrées. Mais ça arrive à un certain moment que le gouvernement, par exemple, détourne tout l'argent ou une grande partie de l'argent avec la corruption, le détournement des fonds publics, ce qui est utilisé au bien privé. Le gouvernement n'a pas d'argent, les citoyens se révoltent, soit les médecins, les enseignants, les agents de l'État, les militaires se révoltent, il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'infrastructures, les gens sont en colère. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Surtout à l'époque de Mobutu, on utilisait ce qu'on appelle la planche à billets. À billets, c'est quoi au juste? C'est une expression qu'on utilise pour parler de la création de monnaie par la Banque centrale. Avant, ça voulait dire imprimer des billets. Aujourd'hui, c'est surtout de la monnaie numérique, créée en quelques clics. En gros, quand un pays ou une banque centrale manque de liquidité, il peut faire marcher la planche à billets, c'est-à-dire injecter de l'argent neuf dans l'économie. Mais attention, créer trop d'argent, ça peut faire exploser l'inflation. Trop de billets en circulation, pas assez de choses à acheter, les prix montent. Et dans les cas extrêmes, ça peut aller jusqu'à l'hyperinflation.
Mais si le gouvernement seulement imprime alors qu'il n'y a pas une grande production, il y a inflation. Quand il y a inflation, augmentation des prix sur le marché, diminution du pouvoir d'achat de la population, bref, il y a une crise économique, il y a une récession, il y a aussi la perte de la valeur et bien de la monnaie. Voilà ce qui peut perdre lorsqu'il n'y a pas bonne gouvernance. C'est la raison pour laquelle on peut proposer à ces sujets-là, comme certains gouvernements étrangers font, ils émettent ce qu'on appelle les bonds, comme le gouvernement américain, qu'on appelle bien évidemment des obligations. C'est-à-dire lorsque le gouvernement trouve qu'il n'a pas assez de moyens, c'est-à-dire il y a déficit budgétaire, il y a plus de besoins qu'il y a quand même des ressources disponibles, le gouvernement s'emprunte auprès de marchés, auprès des individus, auprès des entreprises, auprès des banques commerciales, mais également parfois même auprès de la banque centrale. Le gouvernement émet ce qu'on appelle une obligation, c'est-à-dire ce sont des bouts de papier que le gouvernement émet en termes de valeur que les gens peuvent acheter pour un gouvernement que le gouvernement pourra remettre dans une période donnée avec bien évidemment des intérêts. Et cela permet au gouvernement d'utiliser la même quantité de l'argent ou de la monnaie se trouvant sur le marché sans imprimer une quantité bien évidemment supplémentaire. Cela peut bien évidemment permettre à une stabilité monétaire. Deuxièmement, c'est la dédollarisation. La dédollarisation, comme on le sait bien, depuis la conférence de Bretton Woods aux États-Unis, à New Hampshire, qui avait eu lieu en 1944, qui avait institué les dollars comme bien évidemment la monnaie d'échange internationale. Ce qui avait institué même le Fonds monétaire international ainsi que la Banque mondiale. Alors, c'était dit bien évidemment que le dollar deviendra la monnaie d'échange internationale. Mais certains gouvernements ont commencé à utiliser les dollars comme la seconde monnaie, comme le Congo par exemple. Alors, lorsque bien évidemment il y a deux monnaies qui sont en circulation dans une économie, la plus forte monnaie écrase la faible. Et comme le dollar est plus fort que le franc congolais, c'est la raison pour laquelle que le franc congolais avait toujours perdu sa valeur face au dollar. Parce qu'on a plus confiance au dollar. Parce que même pour faire les transactions internationales, on va utiliser les dollars. Pour épargner, on utilise les dollars. Pour faire les transactions financières au niveau du pays, on utilise les dollars. Certaines entreprises payent leur salaire en dollars. Et ce qui a bien évidemment fait que le franc congolais perd toujours sa valeur. Si on dédollarise, cela veut dire qu'on récupère tous les dollars et on laisse seulement le franc congolais sur le marché. Cela permettrait bien évidemment de donner plus de confiance au franc congolais et de n'avoir le franc congolais seulement comme monnaie nationale. Il n'y aura plus comparaison. Quand on veut faire les transactions internationales, bien maintenant on peut utiliser les dollars. Mais au niveau du pays, on n'utilise qu'une seule monnaie. C'est le cas du Rwanda, du Burundi et d'autres pays, l'Ouganda et consorts, qui n'utilisent que leur monnaie. Parce que quand tu veux acheter quelque chose au Rwanda, eh bien tu dois d'abord échanger en leur monnaie nationale. Quand on échange dans leur monnaie nationale, cela veut dire que tu achètes le franc rwandais, les francs burundais ou soit les shillings par exemple de l'Ouganda. Et cela donne la valeur à une monnaie lorsque les gens achètent cette monnaie-là pour s'acquérir de biens et de services. La troisième possibilité que le gouvernement devrait en principe faire avec la Banque centrale, c'est de booster le produit intérieur brut. Comment arriver bien évidemment à améliorer l'activité économique, c'est-à-dire booster la production locale. Parce que l'économie congolaise dépend beaucoup plus de l'extérieur. C'est une économie bien évidemment extravertie qui dépend beaucoup plus de l'économie étrangère. C'est-à-dire que pour consommer les biens et services, normalement, nos commerçants vont acheter ces biens en Chine. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous utilisons le franc congolais pour aller acheter les yuan, pour aller acheter les dollars, pour qu'on puisse acheter ces biens et services de l'Ouganda, de la Chine, de Thaïlande, Nigeria et consorts. Et cela perd la valeur de la monnaie. Et surtout qu'il y a ce qu'on appelle l'inflation importée. Cela veut dire que si on augmente seulement le prix d'un bien en Chine, cela aura un impact chez nous. C'est-à-dire par exemple quand tu achètes une télévision par exemple à $100, quand les commerçants allaient en Chine acheter cette télévision par exemple à $80, mais quand on amène cette télévision, on vend cette télévision à $100 chez nous. Mais si les Chinois décident d'augmenter par exemple les télévisions de $10 de plus, c'est-à-dire de $90, quand le commerçant va revenir, il va aussi augmenter les $10. Cela veut dire qu'au lieu que la télévision coûte $100, ça va coûter désormais $110. Ce qu'on appelle inflation importée. C'est la raison pour laquelle, quand on dépend plus d'une économie intérieure, ça augmente bien évidemment la possibilité de ne pas acheter d'autres monnaies étrangères, mais plutôt de n'utiliser que la monnaie nationale au niveau du pays. Et cela peut passer par les instruments suivants. D'abord, quand le gouvernement
au lieu d'être corrompus, au lieu de détourner l'argent du pays, utilisent cet argent pour créer un bon climat d'affaires au niveau du pays. D'abord, stimuler l'entrepreneuriat local, financer les jeunes, leur donner des crédits pour les faciliter de créer, bien évidemment, de biens et services. Par exemple, les jeunes qui vont investir dans l'agriculture, les jeunes qui vont investir dans la santé, les jeunes qui vont investir dans la pêche, les jeunes qui vont créer des petites entreprises de transformation de produits agricoles à des produits finis ou des produits manufacturiers et consorts, ou des jeunes qui vont investir dans le transport, dans la communication et consorts. Cela permet à ce qu'il y ait une grande production au niveau local. De deux, le gouvernement peut aussi créer un bon climat pour attirer l'investissement direct étranger. Les étrangers vont venir pour investir chez nous, mais ils ont besoin quand même des garanties. 1, la baisse des taxes par exemple. De 2, les infrastructures, comme par exemple les routes, la construction des routes pour les transports, la communication, l'internet ou par exemple la connexion internet, la sécurité qui doit être instituée, mais également aussi de permettre aussi aux citoyens d'avoir de bons hôpitaux, de bonnes écoles et consorts. Bref, quand il y a déjà, par exemple, une bonne taxation, système de taxation, comme au Rwanda, il n'y a qu'un seul service qui taxe bien évidemment Rwanda Revenue Service. Aux États-Unis, il n'y a que Internal Revenue Service, IRS, ce qui veut dire que les gens peuvent bien évidemment savoir seulement quelles taxes on doit payer, pas avoir une multitude de taxes qui vont décourager. De deux, il y a déjà par exemple la sécurité, c'est-à-dire les investisseurs sentent une garantie de sécurité de leurs biens et des services qu'ils vont bien évidemment produire. Et de trois, il y a par exemple une bonne route de transport de communication, il y a de bonnes écoles pour former par exemple une main-d'œuvre qualifiée, les gens sont en bonne santé parce qu'il y a les hôpitaux, il y a aussi l'électricité, il y a l'eau et il y a aussi une connexion internet. Cela va booster l'économie. Une grande production au niveau du pays, et quand il y a une grande production au niveau du pays, c'est-à-dire que les gens vont venir au Congo pour acheter de biens et des services. Première chose, ils vont acheter les francs congolais. Quand ils achètent les francs congolais, cela permet non seulement aux francs congolais d'être forts, mais également d'être stables et d'avoir plus de confiance à ces francs congolais qui est acheté par l'étranger pour acheter les biens et des services au Congo. Cela, bien évidemment, va réduire les importations et augmenter les exportations. Ce qui veut dire que la balance commerciale, qui est une différence entre les exportations et les importations, va devenir positive, et ce qui, bien évidemment, montre bien évidemment une bonne santé économique. Pour permettre une monnaie congolaise d'être stable non seulement à court terme mais surtout à long terme, et d'avoir un impact sur bien évidemment l'économie congolaise, parce que ceci bien évidemment va créer non seulement les emplois, ce qui va donner le revenu aux citoyens et ce qui va permettre aux citoyens d'avoir un pouvoir d'achat, les moyens nécessaires pour s'acquérir de biens et de services, et ce qui va améliorer leurs conditions de vie, et il y a ce qu'on appelle la prospérité économique, et il y aura aussi l'amélioration de l'espérance de vie de la population.